donc Pauline Rébulard, je suis coordinatrice et responsable de la CPTS Brest Santé Océane. Donc bienvenue pour cette soirée Parlons Santé sur le thème des dépistages organisés des cancers. Merci aux intervenants d'être là. Donc il va y avoir 40 minutes d'intervention lors de cette table ronde et ensuite vous aurez 20 minutes pour poser vos questions et ensuite on vous laissera profiter du cocktail qui est juste à côté. Voilà, et donc on a mis aussi la documentation à votre disposition, donc vous pourrez vous servir à la fin de l'intervention. Donc c'est moi qui vais animer la table ronde ce soir. Donc on va commencer par le docteur Abili Donval. Donc vous êtes médecin coordinateur au CRCDC Bretagne, donc le Centre régional de coordination des dépistages des cancers. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter en quelques mots l'association? Oui, donc le CRCDC, donc c'est une association qui est régionale depuis 2019 et on était connu sur le plan départemental sous l'appellation ADEC 29, qui est plus connue par les patients et puis par les professionnels de santé. Néanmoins, malgré la régionalisation, les missions restent identiques avec le suivi des personnes qui sont dépistées, notamment les personnes qui ont un test positif de dépistage. On a également une mission de formation des professionnels de santé par rapport au dépistage des cancers et une mission de promotion et de la sensibilisation auprès de la population. Et enfin, il y a toute une mission également de qualité, on va dire, d'évaluation des programmes de dépistage, puisque toutes les données associées donc, au dépistage des cancers sont remontées à Santé publique France et il y a une évaluation du programme. Voilà. D'accord. Merci. Alors, au niveau des dépistages organisés, donc depuis quand est-ce qu'il y a des dépistages organisés en France et pourquoi est-ce qu'ils ont été mis en place? Alors actuellement, donc, il y a 3 dépistages organisés, donc cancer du sein, cancer du côlon et cancer du col de l'utérus. Et en fait, ces dépistages organisés ont été mis en place progressivement, notamment en lien avec les différents plans cancer qui ont eu lieu. Puisqu'il y avait une augmentation de l'incidence de la mortalité liée au cancer. Le premier dépistage qui a été mis en place sur le plan national, c'était le dépistage du cancer du sein, ça c'était en 2004, suivi par le côlon en 2008, et le dépistage du col de l'utérus a été mis en place en 2019, donc tout récemment. Alors, pour le cancer du sein, donc le dépistage organisé du cancer du sein, pourquoi donc il a été mis en place? Qui est concerné par ce dépistage-là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Alors en fait, ces 3 cancers peuvent relever du dépistage organisé parce qu'il y a des critères vraiment stricts pour permettre de mettre en place un dépistage organisé pour une maladie. Déjà, il faut que ce soit une maladie suffisamment fréquente, que ce soit un problème de santé publique. Que ce soit une maladie grave, mais avec un traitement, ou en tout cas une amélioration thérapeutique possible. Il faut qu'il y ait un test aussi qu'on puisse utiliser, qui soit facile à réaliser, acceptable par la population, et pas trop coûteux non plus en termes de santé publique. Voilà, donc il y a vraiment des critères précis, et il faut que la maladie ait si possible une évolution lente et qu'on ait une histoire de la maladie bien connue, notamment dans certains cancers, notamment le col de l'utérus ou le côlon, voire le sein, on a des lésions dites précancéreuses et on connaît bien l'évolution de la maladie. Voilà, donc l'idée, c'est de diagnostiquer tôt, soit quand le cancer est vraiment à un stade très très précoce ou au stade de lésions précancéreuses. Voilà. C'est pour ça que ces 3 cancers ont été choisis donc, pour le dépistage organisé, et par la suite, il y aura d'autres cancers, on espère qu'ils seront mis en place aussi dans ces programmes de dépistage. Et donc par rapport au sein, le dépistage organisé du cancer du sein intéresse les femmes de 50 à 74 ans qui n'ont pas de risque augmenté de cancer du sein. Et donc au niveau du déroulé, donc comment ça se passe? Alors maintenant, les invitations sont émises là depuis le mois de janvier par l'assurance maladie. La personne reçoit donc une invitation par courrier à se faire dépister. La prise de rendez-vous se fait dans un cabinet de radiologie agréé, c'est-à-dire que ce sont des manipulateurs radio et des radiologues qui sont formés spécifiquement pour le dépistage organisé du cancer du sein.
La personne donc fait la mammographie et au cours de l'examen, il y a également un examen clinique qui doit être réalisé par le radiologue. Si jamais la mammographie est normale, elle est envoyée du coup au CRCDC, donc à l'antenne de Brest, pour être lue par un deuxième radiologue de façon anonyme. Et une fois donc la relecture est faite, si tout va bien et dans tous les cas, les clichés sont rendus à la patiente avec le résultat définitif de la mammographie. Et ça, donc, ça se fait tous les 2 ans. Voilà, si jamais il y a par contre des anomalies qui sont retrouvées sur la mammographie, il peut y avoir des examens plus poussés, échographie ou des prélèvements aussi. Et puis la patiente a un suivi dans ce cas-là plus rapproché, plus spécifique. Alors, il y a aussi des suivis spécifiques hors dépistage organisé, notamment pour les personnes qui ont des antécédents de lésions précancéreuses ou de cancer du sein, ou quand il y a des mutations génétiques identifiées dans la famille. Donc, c'est des cas vraiment très particuliers donc, qui sont résumés dans cette diapo, sachant qu'on a fait un petit document là, qui récapitule justement ces cas spécifiques pour la consultation, pour que ce soit plus simple de savoir où est-ce qu'on oriente la patiente. Notamment quand on a un antécédent personnel de cancer du sein ou d'un carcinome le canalaire in situ. Donc, les formes in situ, c'est des formes vraiment très, très localisées. Il n'y a pas du tout d'infiltration. Ces patientes-là bénéficient d'un examen clinique tous les 6 mois pendant 2 ans et ensuite tous les ans. Et elles doivent également réaliser donc une mammographie tous les ans. Quand il y a une lésion frontière, des lésions frontières, ce sont des lésions qui peuvent évoluer en cancer. Là aussi, il y a un suivi rapproché avec une mammographie donc tous les ans pendant 10 ans. Et ensuite, tous les 2 ans, dans le cas du dépistage organisé, si la patiente a plus de 50 ans. Et quand la patiente a reçu une irradiation à haute dose dans les années précédentes, notamment en cas de lymphome ou d'autres pathologies cancéreuses, là aussi, il y a un suivi rapproché pour la personne. Et enfin, il y a des cas spécifiques avec des formes familiales de cancer. Et là, c'est vraiment un suivi qui va être guidé par l'oncogénéticien et le gynécologue qui suit la patiente avec un suivi rapproché. Et puis des examens aussi, mammographie, échographie très rapprochés. Merci. Alors au niveau des chiffres, comment on se situe au niveau du Finistère et plus précisément sur le territoire de la CPTS? Alors le taux de participation pour le dépistage organisé donc national est de 48,2%, donc ça c'est les chiffres de 2023. En Bretagne, bon, les chiffres sont, en tout cas au niveau de la CPTS, ils sont plutôt bons, on les a affichés là. Donc, dans le territoire de Brest, on est à 54% là, de dépistage, plutôt des bons chiffres sur la CPTS. Voilà. Après, on aimerait quand même augmenter les chiffres de participation. Hein. On a du mal en tout cas à augmenter les chiffres là dans les dernières années. On stagne au niveau des taux de dépistage. Voilà. Après, il y avait des chiffres juste sur le taux de cancer dépisté, notamment en Bretagne, par rapport au nombre de femmes dépistées. On est à un taux environ de 7 cancers dépistés pour 1000 examens réalisés de dépistage. Merci. On va passer donc maintenant au dépistage organisé du cancer colorectal. Donc là, c'est un dépistage organisé qui concerne quelle population? Alors, ce sont les hommes et les femmes de 50 à 74 ans qui, là aussi, n'ont pas de risque augmenté de cancer du côlon. Notamment, il n'y a pas d'antécédents familiaux de cancer du côlon ou pas d'antécédents de polypes. Et donc, est-ce que au niveau du dépistage, ça se passe plus ou moins de la même façon que pour le dépistage du cancer du sein ou pas du tout? Oui, si le départ est le même, c'est pareil, une invitation qui est émise par la caisse d'assurance maladie, donc à partir de 50 ans. La personne reçoit l'invitation à récupérer donc un test. Et le test peut se récupérer soit auprès d'un médecin, soit auprès du pharmacien. Et il est également possible de commander son test en ligne via donc, le site d'éligibilité. La personne doit répondre à un questionnaire pour savoir si elle a des risques augmentés de cancer du côlon ou pas. Et si jamais elle a un risque standard, on va dire moyen de développer un cancer du côlon, là, elle peut réaliser son test. Donc le test est délivré à la personne et ça se fait donc à la maison. C'est un test qui consiste à rechercher donc des traces de sang dans les selles, du sang qui n'est pas visible à l'œil nu. Bien sûr, quand il y a des symptômes, des rectorragies, du sang dans les selles qui est visible, là, il n'y a pas d'indication à faire de test. Voilà. L'idée, c'est vraiment de rechercher des traces de sang qui sont microscopiques. Une fois que la personne a réalisé son test, donc il y a une petite enveloppe qui est comprise dans le kit. Elle met son test dans l'enveloppe et c'est envoyé par voie postale à Cerba, donc sur Paris.
les tests sont analysés à Cerba et la personne reçoit ses résultats. Et le médecin qui a été désigné également dans la fiche qui est liée au test. Donc quand la personne fait son test, il y a une fiche à remplir et c'est important de bien désigner en tout cas un professionnel de santé qui va recevoir le résultat du test. Alors là aussi, il y a des suivis spécifiques. Voilà. En fait, il y a des personnes qui sont plus à risque de développer un cancer du côlon. Et là, pour le coup, le plus souvent, donc c'est pas le test de dépistage, la recherche de sang dans les selles qui est préconisé, mais un suivi avec un gastro-entérologue avec des coloscopies régulières, notamment quand il y a un antécédent personnel de cancer du côlon ou d'adénome. Après, ça dépend un petit peu de la taille et du type d'adénome, mais dans tous les cas, c'est vraiment le gastro-entérologue qui va juger de la surveillance par la suite et notamment de la fréquence de la coloscopie. Voilà, et ces personnes-là, normalement, ne relèvent pas en tout cas de la réalisation du test, du FIT test. Et après, il y a des cas là aussi très spécifiques, notamment des cas génétiques de cancer du côlon, notamment la polypose adénomatose familiale ou le syndrome de Lynch. Là, c'est donc des formes génétiques avec des mutations identifiées. Et là, le suivi, pareil, il est guidé par l'oncogénéticien et par le médecin qui suit la personne, mais il va y avoir des coloscopies régulières à faire. Très bien, et donc là aussi, quelques chiffres au niveau du Finistère et pour la CPTS. Alors au niveau du Finistère en 2023, les taux sont vraiment très très bas. On est à 31,1% seulement de personnes éligibles qui se font dépister. Sur la Bretagne, on est un petit peu mieux, on est à 37% avec le département de l'Ille-et-Vilaine qui est plutôt le département en tout cas qui participe le plus en Bretagne. Voilà. Après, au niveau de la CPTS, bon, on a des chiffres qui sont plutôt similaires aux chiffres bretons. Le secteur de Guipava est un peu au-dessus à 41%. Ouais. Voilà, mais on a vraiment des taux qui ont du mal là aussi à décoller. Et on aimerait vraiment augmenter les taux de dépistage, sachant que c'est un test relativement simple à faire à la maison. D'accord, c'est vrai que quand on voit les chiffres par rapport au dépistage du cancer du sein, on voit que c'est quand même bien inférieur. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Alors je pense que déjà c'est moins connu parce que le dépistage du cancer du sein existe depuis 2004. Les personnes sont habituées à faire leur dépistage. Il y a pas mal de manifestations dans le cadre d'Octobre Rose, donc on en parle peut-être un petit peu moins du côlon. Et puis il y a eu pas mal d'études qui ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne se faisaient pas dépister. Déjà, il y a la peur du cancer, la peur de savoir de savoir ce qu'on a, la peur aussi de la coloscopie, l'examen, voilà, qui est décrite. Après, il y a certaines personnes qui ont une certaine pudeur et une certaine difficulté aussi à aller toucher les selles, même si normalement le kit est bien fait, il n'y a pas besoin du tout de toucher la selle directement. Mais là aussi, souvent, c'est par méconnaissance du test, ils l'ont jamais vu et les personnes se disent non, moi je fais pas, ça me dégoûte, j'ai pas envie de le faire. Après, il y a probablement aussi une méconnaissance de la maladie et des risques. Il y a pas mal de personnes, nous, quand on les voit sur les stands, qui nous disent moi, il y a personne dans ma famille qui a de cancer du côlon, donc je suis pas concernée par le dépistage. Et au contraire, c'est ces personnes-là qui doivent se faire dépister. Donc, souvent, en expliquant les choses, en montrant le test, ça dédramatise un petit peu ce dépistage du cancer du côlon. Et il y a eu des études aussi qui ont montré que malheureusement les professionnels de santé ont moins de temps maintenant en consultation d'expliquer le dépistage et parfois il y a plusieurs motifs en consultation et ils n'ont pas forcément le temps d'aborder cette problématique-là. Et il a été montré que quand un médecin ou un professionnel de santé en tout cas abordait le dépistage du cancer du côlon avec la personne, souvent la personne adhérait par la suite au dépistage. Donc je pense que c'est aussi par manque d'information et par manque de temps que le dépistage n'est pas forcément réalisé. Alors donc là, on va passer au dernier dépistage organisé, donc qui concerne le cancer du col de l'utérus. Là, ça concerne quelle population pour celui-ci ? Alors donc ça, c'est un dépistage qui s'adresse à des femmes plus jeunes, entre 25 et 65 ans. Ça a été mis en place un petit peu plus récemment pour essayer d'augmenter là aussi les taux de dépistage. Et c'était un examen qui était réalisé déjà avant par les professionnels de santé, mais qui n'était pas aussi structuré. Là, du coup, les recommandations ont été modifiées, ça a été structuré. Donc, ça se fait donc par soit une sage-femme, soit un gynécologue, soit un médecin généraliste. Et maintenant, les biologistes aussi peuvent se former pour réaliser donc cet examen-là. Donc, l'examen se fait avec un frottis. Il peut y avoir deux types d'examens à partir du frottis, soit une analyse des cellules
selon l'âge, soit une recherche du virus HPV. Le virus HPV, c'est le virus qui est dans la plupart des cas, dans une grande majorité des cas, qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Voilà. Et selon l'âge de la personne qui se fait dépister, soit on fait une analyse des cellules, soit on fait une recherche de virus. Voilà. Le virus, on le fait à partir de 30 ans, à peu près la recherche du virus sur le frottis. Voilà. Là aussi, donc, l'examen est réalisé donc, par le professionnel de santé en consultation. Il est envoyé par la professionnelle de santé dans un laboratoire et il est analysé et le résultat est remis à la personne. Et donc, il y a, depuis là, tout récemment, donc, il y a eu des études qui ont montré qu'il était possible en deuxième intention. C'est pas du tout un examen qui est recommandé en première intention. En première intention, c'est vraiment le frottis et la consultation de gynécologie permet aussi d'aborder d'autres problématiques et d'examiner la patiente. Mais pour des personnes qui seraient vraiment très réticentes à se faire examiner, soit par pudeur, soit par conviction religieuse, des personnes qui refusent complètement de faire le frottis, ça peut être aussi des personnes qui ont un vaginisme ou qui ont des antécédents de violences gynécologiques. Il est possible de faire ce qu'on appelle l'APV, l'autoprélèvement vaginal. Donc ça se fait à partir d'un petit écouvillon directement dans le vagin pour rechercher donc le virus. Voilà. Et ça permet en tout cas de rechercher le virus. C'est plutôt un test fiable. Après, ça nécessite, si jamais le test est positif, de réaliser quand même par la suite un examen gynécologique et d'autres examens. Voilà. Mais c'est une alternative à faire vraiment en deuxième intention. Et donc si jamais la personne souhaite faire un effet de prélèvement vaginal, c'est au professionnel de santé de faire la demande de cet auto-prélèvement. La personne le reçoit donc à domicile et peut le faire donc soit chez elle, soit elle peut demander aussi à un professionnel de santé de l'aide pour le faire si besoin. Là c'était des exclusions aussi, enfin des suivis spécifiques, là aussi pour le dépistage du col. Bien sûr, en cas d'hystérectomie totale, là il n'y a pas d'indication à faire de dépistage. Pour les femmes transsexuelles nées hommes aussi, on a régulièrement des appels par rapport à cette problématique-là. D'accord. Voilà, et il y a des suivis spécifiques aussi des femmes qui sont plus à risque de développer des cancers. Alors là, on fait des frottis, mais ça peut être des suivis un peu rapprochés, notamment des femmes qui ont des immunodépressions ou qui ont été exposées au distilbène, voilà, qui ont des risques de cancer du col plus augmentés par rapport à la population générale. D'accord, merci. Est-ce que on a un bon taux globalement pour ce dépistage des cancers Alors, l'objectif, c'était de monter au niveau national à 80% la participation. Voilà. Le dépistage, en tout cas structuré sous forme de dépistage organisé, est tout récent. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul. Et les chiffres montent progressivement et on est plutôt content des chiffres. Voilà. Et on est aux alentours de 65%, 70% dans certaines parties de la Bretagne. Donc plutôt bien. Après, on voit qu'il y a des grandes disparités dans certains territoires où le dépistage est très très faible, notamment le centre-Bretagne, et puis le pourtour des villes où là, on a des bons taux de dépistage. Et pour ces trois dépistages qu'on a évoqués, les professionnels de santé qui sont concernés pour chacun des dépistages, c'est vers qui les patients peuvent se tourner ? Alors, leur médecin généraliste, bien sûr, qui permet de coordonner tous ces dépistages. Voilà. Après, donc, selon le type de dépistage, notamment pour le sein et puis pour le cancer du col de l'utérus, ça peut être un gynécologue, une sage-femme ou un médecin généraliste qui fait du suivi gynécologique aussi. Et donc, maintenant, pour le col de l'utérus, les biologistes qui peuvent faire les prélèvements aussi. Mais au départ, c'est vrai que c'est vraiment le médecin traitant qui va orienter la personne, voilà, et qui va l'informer sur les dépistages. Pour le cancer du côlon, si jamais donc le test est positif, la personne sera orientée vers un gastro-entérologue par la suite. Après, est en train de se mettre en place progressivement une consultation de prévention aussi à certains âges. Et le but de cette consultation aussi, c'est d'aborder justement des problématiques que les médecins n'ont pas forcément le temps d'aborder en consultation. Voilà, pour parler du dépistage des cancers et d'autres choses aussi en termes de prévention. Et par rapport aux résultats, est-ce qu'on a pu constater un impact, que ce soit pour les usagers ou pour les professionnels de santé, depuis qu'il y a ces dépistages qui sont mis en place ? Alors, en termes de mortalité à l'échelle globale, on va dire, quelle que soit la cause du décès, il n'y a pas eu de modification.
mais il y a beaucoup de pathologies chroniques qui augmentent en France, donc c'est probablement lié à ça. Après, si on s'intéresse spécifiquement à chaque cancer, on voit que le fait de dépister le cancer permet de vraiment diminuer la mortalité liée à ce cancer. Il y a des études qui ont été faites, notamment sur le cancer du sein, pour lesquelles on a pas mal de recul, et selon les études, on pouvait avoir une diminution de la mortalité de entre 15 et 21% en se faisant dépister, voilà, par le dépistage organisé. Donc ça fonctionne bien. Voilà. Et est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être aussi d'autres cancers qui seront concernés à l'avenir par les dépistages organisés? Il y a pas mal d'études qui se font par rapport à d'autres cancers qui pourraient être aussi intégrés dans ces programmes. Et le prochain candidat, on va dire, c'est probablement le cancer du poumon. Il y a pas mal d'études qui sont faites chez des personnes à risque, fumeuses, pour lesquelles on proposerait des scanners thoraciques pour dépister des lésions précoces. Voilà. Pour l'instant, c'est à l'expérimentation, voilà. Mais il y a des bonnes chances que ça aboutisse à un dépistage organisé dans les prochaines années. Entendu. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je me tourne à présent vers Yann Maritano. Donc, vous êtes manager stratégique, exercice coordonné, prévention et parcours en santé au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Donc, depuis début 2024, c'est l'assurance maladie qui se charge d'envoyer les invitations au grand public pour le dépistage organisé. Jusqu'ici, c'était plutôt le CRCDC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce changement ? Oui, alors merci, bonjour. Donc, finalement, le changement de la prise en charge des invitations, nous, notre volonté, c'est de le rendre le plus transparent possible pour nos publics. Ce qui a conduit, en fait, à cette réorganisation, c'est un rapport qui avait été demandé dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers en 2022. Et suite à ce rapport, il a été demandé, préconisé, en fait, d'utiliser, de s'appuyer, en tout cas, sur le système d'information de l'assurance maladie, la gestion des invitations, pour finalement renforcer, je dirais, le démarchage en fait, des assurés qui sont potentiellement éligibles en fait, et de s'appuyer effectivement sur l'expérience de l'assurance maladie également durant je dirais, la crise sanitaire qui nous a, je dirais, entraîné finalement sur le contact, le aller vers en fait vers les patients. Et en fait, tout ce dispositif, cette logistique, en fait, peut être bénéfique, effectivement, à la prise en charge des invitations. Et ça permet aussi, parallèlement, finalement, au CRCDC, en fait, de se recentrer sur ses missions essentielles, c'est-à-dire le suivi, en fait, et la formation des professionnels de santé sur ces thématiques-là. Donc l'idée, en fait, ce qu'on trouvait intéressant aujourd'hui de partager avec vous, c'est que même si c'est transparent, voir un petit peu comment l'assurance maladie va s'approprier finalement l'évolution de cette gestion des invitations et en quoi ça peut influer finalement sur le public, parce qu'on partage finalement une ambition forte sur le fait qu'il faut qu'on renforce finalement le taux de dépistage de manière générale auprès de nos publics. Alors du coup, on a fait une petite, j'ai fait une slide qui sera donc intégrée effectivement au replay ou en tout cas au document que vous transmettrez par la suite. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais, le système d'information de l'assurance maladie, en fait, il va permettre plusieurs choses. Il va permettre de s'appuyer sur des données statistiques qui sont assez conséquentes, en fait, parce qu'on a une visibilité sur toute la consommation de soins des assurés. Donc ça va nous permettre aussi je dirais, de systématiser, d'automatiser la gestion des invitations. Et on a aussi la chance d'avoir finalement toutes les coordonnées en fait numériques des assurés. Et donc, ça va nous permettre de nous appuyer sur des dispositifs de courrier, de mail, de SMS, pour s'adapter le plus possible finalement au public. Donc, sur la gestion, finalement, la régularité du dépistage, il n'y a pas de changement fondamental. En fait, ce qui change, c'est qu'en fait, on va renforcer la communication sur le sujet avec, dans un premier temps, et ça, ce sera partagé pour tous les cancers, la gestion d'une newsletter, en fait, une aide d'information vers les publics, pour déjà les sensibiliser sur l'importance de se faire dépister en fonction de leur âge, en fait, et je dirais, de leur éligibilité au cancer. Et ensuite, on va générer donc les invitations. Alors, les changements
qui interviennent depuis la prise en charge par l'assurance maladie, ils sont assez légers en fait, dans le sens où on va continuer à adresser des invitations papier sur les invitations de cancer du sein et cancer colorectal, en fait, parce qu'aujourd'hui on a des étiquettes qui sont positionnées sur les courriers. En revanche, sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, en fait, on va passer en mode dématérialisé, en fait, et envoyer l'invitation sur le compte Amélie de l'assuré. Alors, bien évidemment, si la personne n'a pas de compte Amélie, elle continuera à bénéficier d'une invitation papier. Donc ça, c'est le premier envoi. Donc là, pas de changement, en fait, par rapport à ce qui existait au préalable. Ce qui va changer, c'est qu'on va faire une relance systématique à 6 mois, en fait, si aucun examen n'a été fait, en fait, auprès de l'assuré. On fera une seconde relance 6 mois après pour justement essayer de resensibiliser les assurés sur ce dispositif-là. Donc c'est un changement important parce que effectivement c'est des volumes conséquents de mémoire. Alors j'ai regardé rapidement les statistiques, mais sur le premier trimestre 2024 pour le département du Finistère. Alors j'ai pas pu isoler le territoire de la CTTS, mais on est en cumulé, je crois qu'on est à peu près 15 000 invitations de dépistage du cancer colorectal, 8 000 invitations de dépistage cancer du sein et 1 500 invitations de dépistage du cancer du col de l'utérus, en fait. Et donc c'est une machine importante avec un enjeu pour nous de faire au moins aussi bien que ce que faisait le CRCDC, parce que il faut effectivement qu'on poursuive cette démarche-là et de renforcer au possible en fait je dirais le suivi et la communication vers les assurés. D'accord. Il y a un exemple d'ailleurs de courrier d'invitation qui est juste à côté si jamais vous voulez regarder. Alors, il y a également donc un dispositif Aller Vers qui a été mis en place. Ok, alors ça effectivement c'est un peu la nouveauté. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va capitaliser sur l'expérience de l'assurance maladie sur la gestion de la crise sanitaire. Donc on a mis en place des plateformes téléphoniques dédiées pour faire finalement du aller vers, du contact téléphonique attentionné vers les publics, je dirais, en situation de vulnérabilité, en fait. Alors, quels sont les critères de vulnérabilité? Il y en a plein, en fait. Mais parmi eux, j'ai cité par exemple les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, ce seraient des personnes qui seraient en situation de précarité, en fait, financière. On va cibler les assurés sans médecin traitant, donc on va supposer qu'ils n'ont pas de suivi en fait régulier par un professionnel de santé. Et donc il y a toute une liste de critères qu'on va suivre pour effectivement faire ces campagnes d'aller vers. Alors ce qui est très intéressant sur le sujet, c'est qu'on va territorialiser finalement nos appels téléphoniques. Tout à l'heure, le docteur Dombal nous parlait de certaines zones qui sont plutôt, on va dire, bien pourvues en taux de dépistage. Ce ne sera pas forcément les zones prioritaires sur lesquelles on va appuyer, en fait. Donc, on va essayer de cibler en fonction des territoires, en fonction des besoins de la population et en fonction de l'offre de soins aussi, ces appels téléphoniques, avec la volonté, finalement, d'accompagner l'assurer et aller jusqu'à la prise de rendez-vous si la personne est en difficulté pour prendre un rendez-vous par elle-même, en fait. Donc là, clairement, on aura, je pense, des facilités à promouvoir le dépistage du cancer colorectal, parce que finalement, c'est un des dépistages qui est le plus accessible, je dirais, par tout un chacun, en fait. Après, ce qui sera plus complexe peut-être sur d'autres thématiques, je pense notamment au dépistage du cancer du sein, ça va être l'accès à la mammographie, en fait, où effectivement, selon les territoires, on a des délais qui sont assez variables, en fait. Donc, en cas de difficulté identifiée, donc on va faire ces appels à vers. Si une personne nous dit, moi j'ai des difficultés d'un point de vue administratif, j'ai des difficultés à trouver un professionnel de santé accessible, ou tout simplement j'ose pas prendre un rendez-vous sur cette thématique-là, en fait, là on va essayer de faire un accompagnement attentionné avec notre service mission accompagnement santé, donc un service qui accompagne les personnes qui sont soit en difficulté d'accès aux droits ou en difficulté d'accès aux soins, qui sont en
en incapacité, je dirais, de trouver une solution par eux-mêmes, en fait. Donc là, l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à la prise de rendez-vous pour faciliter le dépistage. Et donc, ils peuvent déjà bénéficier de cet accompagnement aujourd'hui? Oui, alors l'accompagnement la mission accompagnement en santé, elle existe depuis déjà quelques années. En fait, les appels sortants ALVR, ils vont être mis en place prochainement à partir du mois de juillet, en fait, pour le département du Finistère. Donc ça va s'enclencher assez vite maintenant. Et donc, bien évidemment, les téléconseillers qui pratiqueront ces appels sortants pourront aussi recueillir les motifs de non-recours pour nous permettre d'adapter aussi nos campagnes d'information, parce qu'il y a des problématiques qui peuvent être liées aussi au territoire, des problèmes d'accessibilité, tout à l'heure ce que je disais, à l'offre de soins. Donc l'idée c'est de capitaliser sur ces appels sortants pour améliorer finalement le taux de pénétration du dépistage en fait sur la population. Très bien, merci. Alors, parallèlement à tout ça, on va renforcer également je dirais, l'information vers les professionnels de santé. Donc, on va continuer à vous adresser des informations sur les dispositifs qui existent. On va prochainement, là je crois que c'est vraiment une question de semaine, mettre à disposition des médecins traitant la liste des patients éligibles et non dépistés de leur patientèle en fait. Donc ça, je pense que c'est un vrai point positif. Et puis je pense qu'il y a une demande aussi des médecins généralistes sur le sujet. En fait, donc, on en parlait tout à l'heure. L'idéal, ce serait de pouvoir l'élargir à d'autres catégories de professionnels de santé, mais c'est déjà un bon début en fait. Et donc là, sur le site Amélie Pro, ils auront finalement la liste des patients éligibles aux différents dépistages qui n'ont pas effectué leur dépistage. Donc ça, je pense que ça devrait contribuer à renforcer aussi le suivi des patients. On va continuer à promouvoir la remise de kits du dépistage cancer colorectal par les pharmaciens, mais pas que d'ailleurs, parce qu'en fait, on va pousser vraiment la communication sur cette thématique-là et amplifier les campagnes d'information vers les professionnels de santé pour essayer d'acculturer de plus en plus, même si on a conscience que les professionnels sont déjà investis sur le sujet. Mais l'idée, c'est d'adopter un virage préventif de plus en plus en fait pour faire évoluer les comportements en santé. Donc j'ai également cité l'existence du site Je fais mon dépistage qui est un espace digital qui regroupe toutes les informations essentielles sur les dépistages en fait. Donc il est très bien fait ce site en fait où effectivement vous avez une infographie par type de dépistage, avec également finalement l'accessibilité. Alors de mémoire, je crois qu'il y a la liste des radiologues agréés qui est disponible sur le site. Il y a la possibilité aussi de trouver un professionnel de santé pour le dépistage du cancer du col de l'utérus à proximité du domicile. Et également la possibilité de commander en ligne le kit de dépistage de cancer colorectal. Et enfin, j'évoque le sujet du bilan de prévention. Alors c'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler. C'est une nouveauté également qui est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024. C'est dans la philosophie mettre en œuvre un bilan de prévention à des âges clés de la vie. En fait, donc il y a 4 âges clés qui ont été ciblés. Et permettre à certains professionnels de santé en fait, de proposer un bilan de prévention avec comme ambition de faire un check-up des habitudes et des comportements de l'assuré en lui posant un certain nombre de questions. Alors, ce ne sera pas dédié au dépistage du cancer, mais ça va toucher à plein de thématiques. Ça peut être sur de l'addiction, sur de la sédentarité, et effectivement le fait de s'assurer en fait que la personne qui arriverait dans la tranche d'âge d'éligibilité au dépistage, de s'assurer que le dépistage est fait, et si c'est pas le cas, de l'orienter vers un professionnel en capacité de prendre le relais. Donc ça, c'est un dispositif qui devrait également monter en charge dans les mois à venir, car il y a un arrêté qui est paru fin mai sur le sujet, avec une communication grand public qui va être faite très prochainement.
D'accord. Et combien de professionnels acceptent aujourd'hui de réaliser ces bilans sur le territoire de la CPTS? Alors, qui accepte, c'est vrai que j'ai pas cette information-là. Aujourd'hui, on est sur je dirais un démarrage timide, on va dire les choses. À l'échelle du département, on a encore très peu je dirais, de bilan de prévention. Les professionnels de santé ont la possibilité de se référencer sur un site, en fait, pour donner de la visibilité au public qui souhaiterait déployer ces bilans de prévention. Alors, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 3 professionnels de santé qui sont référencés sur votre territoire, avec, je dirais, un nombre de bilans assez faible pour le moment, mais c'est à mettre aussi en relation avec le fait qu'on n'a fait aucune communication de masse auprès des assurés. Donc c'est un dispositif qui est connu des professionnels de santé, mais assez peu du grand public. Donc demain, quand on fera une communication, je dirais, plus ciblée vers ces publics, ça devrait aussi monter en charge. D'accord. Et justement, quelle communication est prévue auprès des usagers? Alors, il y a toute une communication qui est prévue. Je sais qu'il y a des vidéos, il y a des newsletters qui vont être lancés. Il y a une campagne de communication sur les médias, en fait, donc télé, radio. Et parallèlement, il y a aussi des campagnes d'accompagnement des professionnels de santé qui seront menées par les délégués assurance maladie, donc auprès de chaque profession. Donc, juste pour rappel, les 4 professions qui sont ciblées, ce sont les médecins, les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes. D'accord, merci. Et je reviens juste par rapport à la liste des patients éligibles que vous avez évoquée tout à l'heure. Est-ce que vous savez si les médecins traitants s'en saisissent? Alors, ce que je vous indiquais, c'est que le dispositif va être mis en œuvre dans les prochaines semaines. Donc, pour le moment, on a assez peu de recul. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être utilisé par les professionnels de santé. Maintenant, je pense qu'il faudra se donner rendez-vous d'ici quelques mois. On aura un peu plus de recul pour vous dire comment ça prend. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour ces explications. Alors, Ludivine Fouché, donc, en tant que sage-femme libérale, vous participez au dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Pour vous, comment ça se passe dans la pratique? Alors en fait, c'est vrai que les sages-femmes, depuis qu'elles ont accès au dépistage, dans le cadre du suivi gynécologique de prévention, elles vont être intégrées vraiment alors pas que le dépistage du cancer du col de l'utérus, parce qu'on fait aussi beaucoup d'informations par rapport au dépistage du cancer du sein. Et bien entendu que les patientes qui sont éligibles au dépistage organisé ont fait de l'information. Particulièrement moi aussi dans ma pratique pour le cancer colorectal, c'est une question qui vient quand on fait un dossier médical d'une patiente, de savoir ne serait-ce que ses antécédents, et quand on voit l'âge d'éligibilité qui arrive, voilà. Donc c'est un peu plus large, nous participons au dépistage organisé pour les 3, mais effectivement on est, je pense maintenant, un acteur incontournable du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, puisque nous réalisons l'examen au même titre que les médecins généralistes qui font de la gynécologie et les gynécologues. Voilà. Donc dans la pratique, nous avons des patientes qui viennent, particulièrement avec leur invitation, parce que tout le monde ne sait pas que les sages-femmes peuvent faire des frottis, parce que ça n'est pas si lointain que ça l'époque où nous ne faisions pas de suivi gynécologique, et donc particulièrement la tranche d'âge des patientes qui ont plus de 40 ans ne savent pas toutes que les sages-femmes font du suivi gynécologique de prévention et donc participent au dépistage organisé pour le cancer du col de l'utérus. Voilà. Donc dans la pratique, les patientes peuvent venir avec une invitation et nous réaliserons l'examen du cancer du col de l'utérus dans le cadre du dépistage organisé si effectivement elle n'a pas d'exclusion à rentrer dans ce dépistage. D'accord, merci. Alors, pour que ce soit un peu plus clair dans le concret sur comment ça se passe, on propose de faire une rapide mise en situation. Je vais jouer une personne fictive, je précise. Alors, donc bonjour. J'ai 25 ans et je viens vous voir parce que j'ai reçu un courrier pour réaliser un dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc je viens pour la première fois chez une sage-femme parce que j'ai vu dans le courrier que c'était possible de faire mon frottis chez vous. Comment ça se passe? Alors déjà, on va monter un dossier. Je vais vous poser plein de questions par rapport à vos antécédents, à votre vie médicale. Et puis ça va nous permettre de voir si vous êtes éligible au dépistage
du cancer du col de l'utérus dans ce cadre du dépistage organisé. Ensuite, si vous êtes d'accord, nous réaliserons un examen qui s'appelle le frottis. D'accord, donc je vais vous expliquer comment ça se passe, la mise en place de l'examen gynécologique, et nous ferons le prélèvement du frottis ensemble. Après l'examen, on remplira ensemble les papiers que nous enverrons au laboratoire, avec l'invitation en précisant que vous participez au dépistage organisé, et le laboratoire nous renverra les résultats sous un délai, alors ça dépend des laboratoires, mais souvent entre 15 jours et 3 semaines, et si besoin, nous rediscuterons des résultats. D'accord. Donc pour les résultats, c'est vous que je dois recontacter pour les avoir, ou on m'appelle, comment ça se passe? Alors, assez souvent, quand le résultat est normal, nous recevrons tous les deux, toutes les deux en tout cas, le résultat. Voilà. Et si jamais on trouve une anomalie, quelle qu'elle soit, ça n'est pas forcément grave, le professionnel de santé va recevoir le résultat. Si vous avez désigné aussi un médecin généraliste qui est déclaré, lui aussi peut recevoir ses résultats. Et bien entendu, nous vous recontacterons pour vous expliquer ces résultats et vous expliquer s'il y a d'autres examens complémentaires à faire. D'accord. Et les dépistages, c'est tous les combien? Parce que là, j'ai reçu un courrier pour mes 25 ans, mais c'est mon premier examen, donc je sais pas trop pour la suite. Alors, en général, quand on commence le dépistage du cancer du col de l'utérus, le premier examen est proposé à 25 ans. Vous aurez une invitation pour faire un deuxième examen à 26 ans si le premier résultat est normal. Et après, jusqu'à 30 ans, tous les 3 ans, vous recevrez une invitation, toujours pareil dans le cas où les résultats sont normaux. Et après 30 ans, quand on refera un dépistage, si la recherche du papillomavirus, puisqu'on changera de technique, avant 30 ans, on fait des recherches cellulaires, et après 30 ans, on recherche le papillomavirus. Si le papillomavirus, nous n'en trouvons pas après 30 ans, nous pourrons espacer tous les 5 ans, et votre invitation, du coup, reviendra que tous les 5 ans pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. D'accord, donc en fait, il vaut mieux que j'attende le prochain courrier avant de reprendre rendez-vous. Il ne faut pas que je prenne rendez-vous à une date anniversaire spécifique. Alors, pour le deuxième dépistage, vous pouvez attendre puisque ce sera 1 an. Après, pour les dépistages suivants, sachant que les recommandations hors dépistage organisé pour une femme à partir de 25 ans est d'avoir un suivi annuel pour le dépistage du suivi gynécologique de prévention, nous pourrons nous voir tous les ans si vous le souhaitez à votre initiative. Et bien entendu, si vous avez votre invitation parce que c'est la date à laquelle il faut renouveler votre dépistage du cancer du col de l'utérus, nous pourrons le refaire ensemble. D'accord, donc pour mes rendez-vous suivants, pour le prochain frottis, il vaut mieux que je prenne rendez-vous avec vous. En tout cas, le prochain à 26 ans, vous pouvez prendre rendez-vous quand vous aurez votre invitation. Et puis les suivants, on reverra effectivement chaque année si vous êtes bien à jour de vos dépistages. Ouais, c'est vrai que pour le suivi, je préfère quand même que ce soit vous pour la suite. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? On a fini pour la table ronde. Oui, moi j'ai une question par rapport au dépistage du cancer du col. Pour les patientes qui atteignent l'âge de 25 ans et qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, est-ce qu'il faut quand même leur faire le prélèvement ou est-ce qu'on repousse jusqu'à ce qu'elles aient des rapports sexuels? Je vais m'y coller. Alors en fait, la question, elle dépend s'il y a vraiment eu aucun rapport sexuel. De toute façon, comme il faut faire un examen gynécologique, déjà, si la patiente n'a pas eu de rapport sexuel avec pénétration, ça va être un petit peu compliqué, donc c'est quelque chose dont il faut discuter. Et normalement, sur les courriers d'invitation, si la femme n'est pas éligible, en fait, pour ne pas qu'elle reçoive des relances et qu'elle fait partie de ces cas-là particuliers, en fait, on peut renvoyer le courrier à la sécurité sociale avec une explication. Voilà, et bien sûr que la patiente pourra se présenter spontanément quand elle sera éligible. Après, voilà, tout est question de discussion par rapport à ces... Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à le faire si vraiment elle a eu aucun rapport, même digital Dans la mesure où ça dépend du papillomavirus, non. Puisque la majorité des cancers du col sont essentiellement liés au papillomavirus. Ouais, il est très fréquent ce virus-là. Après, s'il n'y a vraiment eu aucun
aucun contact. Aucun contact, c'est vrai que j'ai. Mais c'est sûr que c'est un virus qui. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de pénétration pour être infecté, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que tout dépend du contexte, je pense, pour le coup. Ouais. Mais il faut avoir quand même en tête que c'est quand même un virus très fréquent et que si jamais la personne a eu quand même des rapports, ça peut être intéressant quand même de faire le dépistage pour rechercher l'HPV, pour faire l'examen. J'ai une patiente actuellement qui a 35 ans, qui n'a jamais eu aucun rapport ni avec un homme, ni avec une femme. D'accord. Après, pour pas qu'elle reçoive les courriers d'invitation, honnêtement, en fait, on peut répondre derrière. Non, mais voilà. Pas leur mettre la pression non plus. Quand il n'y a pas de risque, pas de facteur de risque dicté, du coup. Voilà. Et après, elle a quand même un suivi gynécologique ou pas du tout Si, elle va me voir pour ça. D'accord, ok. Parce qu'après, ça peut. En tout cas, ça peut être intéressant de le faire lors d'une consultation quand même. Après, on réévalue parce que la problématique du dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est la réalisation de l'examen gynécologique qui ne doit pas être traumatisant. Et donc après, c'est vrai que sur une femme vierge sans rapport, sans risque, la question, elle se pose absolument énormément. En dehors même de compliqué, c'est s'il n'y a pas de valeur ajoutée à l'examen, forcer un examen qui n'est pas nécessaire et qui n'apporte rien. C'est pas comme ça qu'on va faire adhérer des patientes au suivi gynécologique de prévention. Donc effectivement, réévaluer tous les ans quand elles viennent à son suivi, en fait, c'est l'occasion de rediscuter. Et voilà, mais honnêtement, moi, je ne fais pas d'examen sur une femme vierge sans facteur de risque. Voilà. Après, c'est une discussion qu'on peut avoir avec elle. On va se poser aussi le mode de dépistage et de surveillance chez les patients. Bon, vous avez parlé de la tranche d'âge à partir de 25 ans qui ont été vaccinés contre l'HPV parce que le vaccin existe maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Et tout récemment, au congrès de l'ASCO à Chicago, vient d'être publiée une étude, la plus grande étude, une étude très intéressante, qui a, avec un recul de plus de 10 ans, qui a montré clairement que les populations vaccinées n'a presque plus de risque de faire un cancer de col de l'utérus. C'est important de le signaler et de leur dire, parce que à terme, on espère d'ici 20-30 ans que ce cancer sera éradiqué. Mais je pense que le dépistage permettra aussi de détecter d'autres choses dans le cadre d'un suivi préventif chez la population, sur le plan gynécologique. Après, oui, pour l'instant, le positionnement, en tout cas en France, c'est quand même de dire, alors évidemment, si des études sortent, on va réajuster le suivi, mais pour l'instant, c'est vrai que le Gardasil 9 qu'on a sur le marché, alors je sais pas si l'étude était faite sur ce vaccin-là en particulier. J'ai pas regardé, mais c'est surtout le Gardasil qui est aujourd'hui reconnu. Oui, c'est ça. Et en fait, non, mais en fait, juste pour dire que il y a que 9 souches de papillomavirus dans ce vaccin, et qu'effectivement, quand on voit actuellement en laboratoire, quand ils font les recherches d'HPV à risque oncogène, il y a des souches qui ne sont pas dans le vaccin. Donc après, si les études nous montrent que ces souches-là qui ne sont pas dans le vaccin, effectivement, ne vont pas engendrer un risque important de cancer du col à long terme, peut-être qu'ils réévalueront, mais pour l'instant ce ne sont pas ceux qui sont dans le Gardasil, sont les souches les plus virulentes. Certaines d'ailleurs ne donnent pas de cancer du col, mais c'est plus pour les condylomes. Voilà. Mais du coup, est-ce que les études vont nous montrer qu'il est suffisant à couvrir 99% des cancers du col? Pour l'instant, on considère qu'il y a d'autres souches qui sont potentiellement à haut risque oncogène, et c'est pour ça que le dépistage se poursuit. Il y aura sûrement d'autres études qui vont sortir, parce que ça, c'est une étude américaine. Ouais. Donc évidemment, on réévaluera, puisque la question de la vaccination est posée à chaque fois qu'on fait le dépistage. C'est vrai que pour l'instant, les taux de vaccination ne sont pas très très élevés non plus. Non, c'est vrai. J'espère que ça va monter aussi. En France, on fait de l'information. On y croit. Il y a d'autres questions?
Non, personne n'a d'autres questions particulières. Très bien. Bah écoutez, on va pouvoir passer au cocktail alors, et puis n'hésitez pas à prendre de la documentation et puis à échanger avec les intervenants. Et un grand merci en tout cas à vous trois pour votre intervention.